Bien, chers amis, chers adhérents, je vais vous proposer de commencer, si tu en es d'accord, Coralie, que tu vas, ta qualité de secrétaire général, animer avec moi cette séance. On est à peu près une cinquantaine. Je vous renouvelle évidemment ce début de séance, tous mes voeux de bonne santé. J'espère que vous vous portez bien les uns et les autres, que c'est le cas de vos proches, de vos amis, de vos collaborateurs. Et j'espère que ça va durer. Voilà, alors aujourd'hui, on se réunit donc dans un contexte particulier, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on se réunit quand même et c'est bien de se retrouver donc pour deux assemblées générales. Notre assemblée générale ordinaire habituelle, vous savez qu'on en tient deux dans l'année, une en juin et une en décembre. Celle de juin n'a malheureusement pas pu se tenir, donc on a évidemment absolument souhaité que celle de décembre se tienne en format numérique. Et puis, nous nous réunissons aussi, on va commencer par ça, pour une assemblée générale extraordinaire liée à une exigence de modification de nos statuts. Alors, je commence par ouvrir notre assemblée générale extraordinaire et je donne la parole à Coralie. Merci. D'exposer l'objet de cette assemblée générale extraordinaire. Je t'en prie, Coralie, pardon. Merci beaucoup, Fabien. Alors, cette Assemblée générale extraordinaire a pour objet de proposer une modification des statuts, de l'article 10 des statuts, pour répondre aux attentes de la DGFiP. Nous avons en effet la volonté de permettre que l'adhésion, enfin la cotisation à l'association bénéficie de la déduction fiscale. Pour nos adhérents et nos partenaires. Et après un dépôt de dossier auprès de la DGFiP pour obtenir le bénéfice de ces articles du Code général des impôts qui le permettent, la direction des finances nous a demandé de modifier l'article 10 des statuts pour préciser que les membres du conseil d'administration et du bureau ne reçoivent pas de rétribution en raison des fonctions qui leur sont confiées. Donc évidemment, comme c'est le cas, on propose simplement de compléter l'article 10 des statuts en ce sens. Je précise peut-être que pour cette Assemblée générale extraordinaire, nous avons une condition de quorum qui, malgré notre nombre important de participants actuels, ne me semble pas atteint. Puisque nous sommes 61 connectés et nous avons 5 pouvoirs. Or, il faut 25% des adhérents, donc voilà, on est loin du compte. Voilà, Fabien, ce que je pouvais dire. Alors, merci Coralie. En effet, on n'est pas suffisamment nombreux pour qu'on puisse demander à l'Assemblée générale extraordinaire de se prononcer de façon valable, mais c'est quand même bien que tu aies exposé le sujet, et c'est quand même bien qu'on puisse en débattre, évidemment, si les adhérents le souhaitent. Et ce que je proposerais, c'est qu'à ce moment-là, conformément à nos statuts, on reconvoque une Assemblée générale extraordinaire, peut-être juste avant un conseil d'administration de rentrée. On ne sera pas soumis à l'obligation de quorum, et à ce moment-là, on pourra proposer l'adoption de cette modification. Voilà, mais peut-être certains collègues, certains adhérents souhaitent-ils qu'on ait un débat sur ce sujet. Et peut-être que notre trésorier, mon cher Philippe Laporte, veut peut-être nous dire quelque chose là-dessus. Oui, non, juste effectivement, le dossier avait été déposé pour avoir cette exonération fiscale, et dans la présentation du dossier, il y a un certain nombre de remarques qui nous ont été faites. Et donc, il faut, même si évidemment, il va de soi qu'il n'y a, pas de rémunération. Non. De rémunération du bureau, il faut que ce soit, enfin, il est mieux que ce soit précisé dans les statuts. Et donc, du coup, Fabien, il faudrait que tu coupes ton micro, je pense. Voilà. Et Coralie aussi, est-ce que tu peux lancer la présentation du PowerPoint? Non, c'est justement Francine et Fabien qui ont la main. Je ne peux pas partager mon écran.
La fenêtre Windows. Bon, enfin bon, bref. Ouais. Voilà. C'est purement formel. Donc effectivement, comme l'a dit Fabien, il faudra reconvoquer très vite une nouvelle assemblée générale où là, il n'y aura pas de question de quorum. Voilà. C'est ça. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce point? À moins que vous ne vouliez ouvrir la possibilité de rémunération pour les membres du bureau. Ça, c'est autre chose. On n'a pas de proposition, en tout cas, en ce sens. Jean-Dominique propose d'augmenter très significativement la cotisation, en revanche, après. Oui, alors c'est un élément qu'on verra dans la présentation financière, mais si tu fais du teasing, Jean-Dominique, on va plus rien avoir à dire après sur le rapport financier. Ah, ça m'agace. Ça y est, ça marche, Francine, c'est bon là? On voit le support là. Donc ça, c'est ce que j'ai indiqué et voilà. C'est bon? Parfait. Oui, on règle quelques sujets de technique, mais a priori, vous voyez le support là? Oui, oui, on le voit, c'est bon. Oui, oui, on le voit. C'est à l'écran? C'est à l'écran. Mais si ça marche pour, Si, pour bon. vous, c'est parfait. Ouais. C'est pour ça que tu m'entendais faire du bruit, mon cher Philippe, parce que je connais mes grandes qualités techniques, donc j'étais en train d'essayer, sans aucun effet positif d'ailleurs, de régler le problème, mais Francine, avec le talent qu'on lui connaît, l'a réglé toute seule. Et je la remercie, puisqu'elle a aidé Coralie à organiser nos assemblées générales de ce jour. Merci Francine, et détendez-vous, ça y est, on voit le support. Voilà, donc on peut clôturer cette assemblée générale extraordinaire qui du coup n'en était pas vraiment. Et oui, elle était extraordinaire, vraiment. On remercie notre cher Jean Do, j'aurai l'occasion de saluer tout à l'heure de son intervention, et on adoptera donc cette disposition statutaire qui me paraît en effet tout à fait utile lors d'une assemblée générale extraordinaire juste avant le CA de rentrée. Alors, chère Coralie, il est temps d'ouvrir maintenant donc notre assemblée générale ordinaire qui va nous conduire à examiner le rapport moral de l'association, le rapport financier et à vous rendre compte de la consultation, de la démarche participative que nous avons lancée auprès de vous, chers adhérents, pour recueillir vos avis, vos suggestions et vos orientations pour nourrir le plan de mandat 2020-2023 de notre association. Mais, parce qu'il faut toujours parler d'abord d'argent, je vais donner la parole à Philippe Laporte, notre trésorier, qui va et à Jean-Dominique Poncet, puisque Philippe c'est notre nouveau trésorier, Jean-Dominique est le trésorier du bureau dont le mandat s'achève aujourd'hui. Donc je crois, cher Jean-Do et cher Philippe, que c'est à deux voix que vous allez nous présenter les comptes de l'association, les comptes 2019 de l'association. Jean-Do, Philippe, je vous cède la parole. D'accord, donc on va le faire à deux voix et quatre mains. Donc on va entamer la partie la plus légère et distrayante, à savoir le rapport financier. Donc d'abord, je voudrais remercier Jean-Do pour tout le travail qu'il a fait depuis 3 ans. Voilà, et donc pour situer un peu, donc il faut l'objet de l'Assemblée générale, c'est de lui donner son quitus sur les comptes 2019. Vous faire un point un petit peu sur l'année 2020 qui, comme pour nos collectivités, est un peu particulière et vous faire un peu un certain nombre de propositions. Alors, avant tout, je pense qu'il faut refaire un petit peu l'historique de l'association. Donc, l'association, historiquement, on avait accumulé des excédents relativement importants. Voilà, j'ai mis juste le chiffre de trésorerie fin 2018 de 267 747. Alors c'est très bien, il faut qu'on ait une gestion prudente. Après, c'est un débat qu'on a déjà eu en Assemblée générale. Est-ce que le but d'une association est de faire sans arrêt des réserves et d'accumuler des résultats positifs? Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une politique aventureuse, mais peut-être ça veut dire qu'on peut, et c'est bien ce qu'on a fait, offrir davantage de services à l'adhérent. On voit aussi le changement complètement significatif aussi de paradigme et de périmètre financier, puisque vous voyez que le compte de résultat 2014 était
de 117 000 et que le compte de résultat 2018 était de 324 000. Donc, plus 177%, on a presque multiplié par 3 le budget de l'association. Donc, effectivement, ça nécessite aussi une exigence renforcée. Et c'est pour ça que depuis 2019, on a eu recours à un expert comptable, pour tout dire, qui nous fait une prestation à 4 000 €, et donc qui nous permet d'avoir une présentation, on va dire, un peu plus normée. Par exemple aussi, quand on présente une demande de déduction fiscale à l'administration fiscale, ça fait un peu plus sérieux qu'un tableur. Ça ne veut pas dire que le tableur n'est pas utile, mais voilà, on peut maintenant, avec cette amplitude financière, entre guillemets, avoir cette exigence. Et puis, cette gestion, le fait qu'on n'ait pas d'expert comptable, ça posait des questions comptables, par exemple, celui des amortissements. Et donc, il y a le compte de résultat, mais il y a le bilan. Et donc, il y a des actifs. Et dans l'actif, par exemple, immobilisation incorporelle, on comptabilise un site Internet où toutes les dépenses liées au site Internet depuis la création de l'association, de 80 000 €. Et donc, comme vous le savez, eh bien, il faut amortir ces dépenses parce que la valeur comptable, voilà, un site, ça n'a une valeur qu'un certain temps. Et on le voit bien puisqu'on avait dû en refaire un autre. Changement de périmètre aussi, mais pourquoi? Parce qu'effectivement, avec le renforcement, il y a eu des permanents qui nous ont aidés, Francine et Sandra. Ça a été possible aussi parce que du coup, entre guillemets, il y a une recherche plus active de partenaires, qui nous a permis d'augmenter nos recettes, on en reparlera tout à l'heure. Une hausse du service à l'adhérent, je ne reviens pas sur l'assurance qui avait été lancée par l'ancien bureau, mais aussi toutes les actions de formation, les partenariats universitaires, puisque donc ça, c'est des choses qu'on fait chaque année, et puis des actions de communication offensive. Le baromètre Ipsos, évidemment, ça a un coût, et on a aussi des prestations avec un prestataire qui nous accompagne sur notre visibilité dans la presse écrite ou d'autres médias. Voilà. Donc, on peut, après cette brève présentation, on peut passer au compte 2019. Je cède la parole à Jean Do. Bien, merci Philippe, cette introduction. Et effectivement, je peux tout à fait attester que ce qui était prévu dans le cadre du mandat 17-20 s'est mis en place, et avec une très forte augmentation des partenariats. Et on peut remercier à la fois Fabien et Sandra pour l'ensemble de ces démarches. Donc, vous avez de fait pour 2019 l'ensemble des dépenses, avec effectivement les variations d'une année sur l'autre. Et si on peut passer donc avec un total de charges d'exploitation, comme ça a été évoqué, de 326 000 €, contre 324 000 en 2018, soit un écart de 2 125 €. Et sur l'aspect production, biens et services, donc vous avez effectivement identifié le nombre à la fois les adhésions et congrès. Alors, tu peux passer la deuxième diapo, puisque voilà. Sur 2019, s'il y a un écart entre effectivement 2019 et 2018, c'est qu'il y a eu une externalisation de la gestion du congrès, qui fait que du coup, les 62 935 correspondent tout à fait au montant des adhésions. Grosso modo, on a un montant d'environ 59 à 63 000 € d'adhésion, et le reste étant effectivement les participations et les inscriptions au congrès. Donc, quelques produits de gestion courante, et effectivement, l'exercice 2019, au vu de l'ensemble des produits sur charge, font apparaître un déficit de 39 000 €. Voilà, donc c'est aussi lié à la progression de l'association et de l'ensemble des charges qu'on a eu à développer sur l'exercice 2019, et notamment dans le cadre à la fois des
des soutiens qu'on a pu avoir au niveau de la communication, au niveau du développement du site. Voilà ce que je peux dire sur la partie donc des comptes de 2019. Vous avez ensuite, je sais pas, tu voulais intervenir formellement, avant de passer, Jean Do, avant de passer à la présentation sur trois années 2020, je vous donc d'abord demander, encore une fois, remercier Jean-Dominique pour tout le travail qui a été accompli depuis 3 ans. C'était pas simple d'accompagner ce triplement de budget. C'est voilà, de reprendre les comptes, d'assurer le passage à l'expert comptable. Donc, enfin, la coopération avec l'expert comptable. Et donc, eh bien là, formellement, il faut donner quitus pour la gestion au trésorier. Donc, il faudrait voter. Alors, je vous propose donc qui est contre. Et donc, vous pouvez matérialiser sur la conversation que vous ne donnez pas quitus à Jean Do si vous n'êtes pas content. Je vous remercie. Voilà. Qui s'abstient? Voilà. Et donc, a priori, les comptes 2019 sont adoptés et le quitus est donné au trésorier pour la gestion 2019. Merci. Monsieur Laporte. Oui. Merci à vous et bon courage à Philippe. Monsieur Philippe Laporte, pourrait-on parler, je vous prie? Oui, bien sûr, Jean-Franck. Est-ce qu'on peut voter 2 fois pour la gestion de Jean-Dominique? Merci, Jean-Do. Voilà. C'est mon ami. Merci. L'accompagnement, Jean-Dominique. Bon, mais en tous les cas, bravo. Pardon, excusez-moi, Philippe, mais c'était pour souligner le soutien de l'Ouest à mon camarade de l'Est. Et moi qui suis un suppliant très discret, je remercie aussi Jean Do. Merci, Rémi. OK. Alors, on va passer à, je t'en prie, ouais, vas-y. À la vision un peu plus annuelle. Alors, on va reparler ensuite de comment on lisse un peu tout ça. Parce que donc, vous voyez que, donc, entre guillemets, on a eu 2 exercices déficitaires, dont celui de 2019, mais qui s'expliquent par un rattachement, on va dire, incertain des recettes à l'exercice. Donc, je vais en parler juste après. Donc, vous voyez que sur 3 ans, on a eu un déficit en 2017, un excédent en 2018, et un déficit en 2019, mais qui en fait aurait dû être quasiment nul, voire même légèrement excédentaire, s'il y avait eu un rattachement correct. Voilà, enfin, en tout cas, il y a eu une période de transition avec l'expert comptable, et donc il y a des recettes de partenariat qui juridiquement auraient dû être rattachées à 2019, voilà, et qui n'ont pas été. Alors, sur 2020, vous voyez que nous partons. Alors, ce n'est pas une spécificité, c'est le cas dans certaines associations, sur un résultat très, très, très excédentaire. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on a eu moins de dépenses, dont évidemment un congrès qui est, vous le savez, le plus coûteux, surtout les congrès parisiens. Voilà. Et donc, on va avoir un résultat très excédentaire en année 2020. Et du fait qu'il y a des recettes qui auraient dû être sur 2019, et comme ça a été clôturé, qu'ils sont sur 2020. Alors, rapidement, je vous propose d'analyser très, très rapidement. Donc, j'ai préparé des petits camemberts pour égayer un peu cette matière aride. Voilà. Mais comme vous le savez, la comptabilité, c'est ranger des dépenses dans des tiroirs. Donc, ça dépend comment on range les dépenses dans les tiroirs. Et donc, on peut les ranger de façon différente. Bon, vous voyez que sur la répartition des dépenses, l'essentiel, c'est de la sous-traitance et des honoraires. En fait, c'est voilà, les dépenses de personnel. Je pense que c'est comptabilisé à honoraires, Jean Do, ou à sous-traitance? C'est à honoraires. Voilà. Et sous-traitance, ça peut être les prestations extérieures qu'on demande. Sur la partie recettes, et on va voir, donc voilà, on voit quand même une répartition, et j'allais dire une certaine fragilité, une certaine dépendance de l'ATF, une trop grande dépendance, à mon avis, sur le partenariat. On voit que, bon, particulièrement en 2020, je le redis, puisqu'il y a eu des effets de transfert de partenariat qui n'ont pas été comptabilisés à la bonne année. Et donc, du coup, ça augmente encore plus la part du partenariat. Donc, c'est pour ça que je vais… donc, c'est la diapo d'après.
Donc, on voit les recettes de partenariat. Et donc, effectivement, les recettes 2020 auraient dû être un peu plus basses de 37 000 € et les recettes 2019 un peu plus hautes de 37 000 €. Voilà, on voit quand même la courbe très ascendante. Voilà. Alors, pour l'année 2021, ce que je vous propose, non, avant le vote des tarifs des adhésions. Voilà, merci. D'abord, comme je viens de le dire, une meilleure comptabilisation des recettes et des charges à l'exercice. Donc, il y a quelques principes comptables universels, dont celui de la permanence des méthodes. Et donc, c'est-à-dire que bien les recettes à percevoir doivent être attachées au bon exercice à partir du moment où on a un contrat signé, parce qu'on n'est pas dans une comptabilité de caisse. Et donc, c'est pas simplement l'encaissement qui fait le rattachement à l'exercice. Voilà. Et donc, ça, c'est le principe des droits constatés, pour être particulièrement pénible et ennuyeux. Ensuite, effectivement, on va faire un travail avec l'expert comptable pour améliorer les imputations, pour mieux analyser. Par exemple, séparer, comme l'a dit Jean Do, les inscriptions et les adhésions qui, les autres années, étaient comptabilisées au même article. Et du coup, ça ne permet pas de lire. Voilà, donc il faudra trouver une imputation différente. Voilà, donc comme je l'ai dit, réduire notre dépendance au partenariat et en lien avec l'Assemblée générale extraordinaire, sans augmenter, on va dire, si on obtient la cotisation, l'exonération fiscale, ça nous permettrait de doubler les cotisations. En gros, cette recette serait payée, entre guillemets, par l'État, voilà, et donc permettrait du même coup de réduire notre dépendance au partenariat. Alors, les partenariats, il y a des contrats de convention, il y a des conventions de partenariat pluriannuelles sur 3 ans, triennales. Donc ça nous garantit quand même une certaine stabilité. Mais malgré tout, je pense qu'il faut revoir ces cotisations. Pour vous donner juste un exemple de mémoire, la cotisation au syndicat, au SNDGCT, est à plus de 200 €. Alors ça dépend des strades, etc. Et donc on voit qu'on est, voilà, je sais que je ne gagne pas en grande popularité en faisant cette proposition, mais malgré tout, le reste à charge, si on a l'intérêt général, permettrait d'être le même. Je vous propose aussi de travailler un règlement financier dans le premier semestre 2021, parce qu'aussi on a des DR qui ont des budgets maintenant, il est question d'augmenter ces budgets, voilà, qu'il y ait des règles d'engagement, des correspondants, et en gros un règlement financier comme on fait dans nos collectivités. Voilà. Un autre sujet intéressant, c'est... merci de ta proposition, Stéphane. On attend tes photos. Voilà. Donc, mettre en place des prélèvements automatiques, ça nous éviterait aussi, en gros, de courir en début d'année et dans le premier semestre, de faire des relances, adhérer, penser à adhérer, etc. Ça veut dire simplement aussi que quand on passe d'administrateur simple à hors classe ou général, il faudra penser à mettre à jour sa cotisation et son prélèvement automatique. Voilà. Ensuite, la question d'un recours à un commissaire aux comptes, je ne suis pas sûr qu'on y soit obligé. Peut-être, voilà, ça permet encore une fois de renforcer les garanties de sérieux, voilà, et notre image. Bon, après, il faut voir le coût que ça représente et l'intérêt qu'il y a. Et ensuite, aussi, sur le site Internet, je proposerai de mettre en place toutes nos informations financières, à savoir aussi les tableaux, etc. Enfin, qu'il y ait une parfaite transparence sur notre situation financière. Voilà quelques perspectives pour cette année. Et voilà, je ne sais pas si des réactions de votre part. Non, bah, écoutez, oui, pardon. Oui, Philippe, tu as raison. J'inviterai comme toi les collègues à questionner, à interroger Jean-Dominique et Philippe. Je dirais évidemment un petit mot, mais la parole est d'abord à nos adhérents s'ils veulent vous questionner tous deux sur ces sujets financiers, tant sur le bilan que sur les perspectives, mon cher Philippe, que tu as tracées et qui nous reviendra de travailler dans les mois et les semaines qui viennent. Ouais. Je vois une question, le congrès 2021, comment il sera financé? Ben, comme d'habitude, par des partenariats et par une inscription au congrès. Oui, alors je souris un peu parce que avec un trésorier
et qui, il y a quelques minutes, un nouveau trésorier qui, il y a quelques minutes, a rappelé les exigences légitimes d'un modèle économique soutenable pour la ATF. Je ne vais pas pouvoir donner libre cours à ma démagogie naturelle et annoncer qu'en 2021, on aura le plus grand congrès de tous les temps de la ATF, parce que ça fera 2 ans qu'on ne s'est pas vu et que cette année 2021 mérite bien qu'on mette le paquet sur le congrès. Mais je sens, Philippe, que tu vas me brider. Donc, je ne dis rien pour l'instant. Fabien, les jours heureux sont terminés. Non, je plaisante. J'essaie de réfléchir à la façon de te contourner pour qu'on ait un extraordinaire temps de retrouvailles en juin 2021 sans que tu nous rappelles à nos obligations budgétaires. Il y a quelques commentaires de Jean-François. Doubler les cotisations peut interroger vu les excédents. Alors, la normale, je ne sais pas le problème, quelle est la normale. Malgré tout, on peut avoir des moments où il y a un décalage et une trésorerie tendue, parce que les partenaires, même s'ils sont engagés, sont parfois pas très fiables, enfin, pas fiables, mais en tout cas, ils ont parfois des versements un peu décalés. Donc oui, il ne faut pas générer des excédents. Malgré tout, il faut qu'on ait un peu un fonds de roulement suffisant pour faire le lien entre le versement des partenariats, d'autant que certains attendent, ce qui est tout à fait normal, aussi des comptes rendus d'activité pour verser la totalité de leur partenariat. Je pose aussi une question ici qui va rester entre nous, c'est celle de la TVA. Donc, je ne pense pas que cette question se pose de façon urgente. Mais enfin, il faut aussi être prudent et bien traiter ces questions de TVA. Voilà. Il y a une main levée, Thibaut Berger souhaite intervenir. Non, j'ai posé ma question par écrit, du coup. Ah, pardon. D'accord, je n'ai pas vu. Merci. Alors, la question, Philippe, peut-être tu peux apporter des éléments de réponse à Thibaut, qui dit « Je n'ai pas compris du coup l'orientation sur l'utilisation de ces excédents. Des pistes étaient évoquées dans le slide précédent semblant annoncer des dépenses nouvelles, mais lesquelles ?» Alors, Thibaut, mais je te propose d'attendre le budget 2021 qui est en train d'être réalisé. Donc, nous avons fait le bureau un travail, un moment de team building avec tous les projets des uns et des autres. Et donc, on est en train de lister les pistes, entre guillemets, nouvelles de dépenses. Voilà, vous l'avez compris, l'idée c'est comment on utilise, enfin voilà, il ne s'agit pas de dépenser pour dépenser, mais en gros, on a les moyens d'augmenter. Voilà, il y avait des questions d'outils, par exemple, pour développer la visio, de façon à ce que l'organisation des visios soit plus confortable. Bon, je ne vous listerai pas tous les projets, et moi, évidemment, le travail, c'est de faire aussi un peu un pluriannuel pour voir à quel moment on positionne ces dépenses, parce qu'il ne s'agit pas de nous mettre en difficulté. Voilà. Donc, voilà. Alors, je vois Marie-Francine aussi sur le prélèvement automatique. Bah, écoute, effectivement, on va suivre la compta. Voilà. Mais il y a les questions de date anniversaire aussi. Si on est prélevé tous les ans à la même année, du coup, il n'y a plus de problème de question de date anniversaire. Voilà, ça évite ça. Et de toute façon, on avait modifié pour dire que quelqu'un qui était adhérent, il avait jusqu'à l'AG suivante pour réadhérer. Donc ça garantissait, et même pour être assuré, qui garantissait le fait que si quelqu'un cotise une année en février, l'année d'après en mars, il était quand même couvert déjà par l'assurance et garder sa qualité d'adhérent. Il fallait juste qu'il régularise avant l'AG suivante. Voilà. Philippe Jandot, vous avez aussi, je crois, une intervention de Marie-Charlotte au sujet de l'assurance qui est comprise, qui peut être prise avec la cotisation chez nous aussi, comme dans d'autres organisations. Alors, tout à fait, l'assurance, elle est prise ou pas prise.
Voilà. Pour dire, nous, on est plus sympa que le SNDGCT parce que si on ne cotise pas une année, en fait, il y a un délai de carence de 2 ans avant de se faire, d'être couvert à nouveau. Je le dis parce que ça m'est arrivé et du coup, voilà, c'était. Voilà. Alors que nous, on est quelqu'un qui adhère, il est couvert 84 jours ou 81 jours après avoir adhéré. Et il n'y a pas de délai de carence si on n'est pas adhérent une année, on est couvert tout de suite. Voilà. Alors, bon, a priori, je vois qu'ils sont pas chauds pour un CAC. Je pense aussi que ce n'est pas la peine. Alors, Valérie est d'accord avec les remarques de Géraldine et Emmanuel. Oui, bien évidemment, le prélèvement, c'est un choix et ce n'est pas une obligation. Hein. Oui, bien sûr. Mais si vous voulez, chaque année, on fait des relances pour n'oubliez pas d'adhérer, etc. On est prélevé pour à peu près tout, enfin le gaz, l'électricité, enfin toutes les dépenses. Voilà, je ne pense pas que ce soit une atteinte insupportable. C'est plutôt un service proposé à l'adhérent, cette possibilité de faire un prélèvement automatique. Voilà, évidemment, il ne sera pas obligatoire. Et quelqu'un qui ne veut pas... qui veut adhérer une année, puis se pose des questions l'année d'après, il peut toujours s'opposer au prélèvement. Voilà. Ça se fait assez simplement en ligne à sa banque. Merci Philippe. Les collègues, est-ce qu'il y a encore d'autres questions, d'autres interrogations auxquelles nous n'aurions pas répondu? Manifestez-vous maintenant, s'il vous plaît. Non. Messieurs, alors, Stéphane a une question, je renouvelle ma question. Alors, attends, du coup, je ne sais pas la question. Attends. Les autres sources de recettes, l'État, les collectivités territoriales, demander une subvention à l'État, je ne sais pas, ça me semble compliqué. Les collectivités territoriales, c'est plutôt des aides à l'organisation du congrès, où généralement, la gratuité sur... ou en tout cas un effort sur le prix ou des subventions à ce moment en fonction du congrès. Je ne vois pas comment on pourrait solliciter d'autres subventions. Voilà. Mais ton idée de calendrier me semble très très bonne, Stéphane. Sinon. Non, mais je l'imaginais, pour être sérieux, sur l'État, je l'imaginais dans le cadre de la modernisation du service public où on a fait remonter un rapport à Montchanin. Est-ce qu'il n'y aurait pas un deal à passer sur un certain nombre d'années et pour avoir un accompagnement gagnant-gagnant avec une dotation, petite dotation pour eux et quelle grosse dotation pour nous, à mon avis. Et puis pour les collectivités territoriales, on le voit beaucoup avec certaines associations nationales pour lesquelles on cotise au prorata du nombre d'habitants. Et là, pareil, c'est pas forcément un don gratuit. Ça peut être une prestation de service, de profiter du vivier d'AATF, d'essayer un certain nombre de contrats de service, entre guillemets, qui emmènent pas beaucoup de choses en plus que ce qu'on fait déjà et qui pourraient être portés à connaissance régulière du président, de la métropole, de la région, je ne sais pas, et du DGS. Je ne sais pas si je suis clair, mais une sorte de contrat de service et en contrepartie, ils adhèrent et ils ont des choses mensuelles, trimestrielles, voilà. Plutôt que de faire au coup par coup dans les congrès. C'était ça l'idée. Écoute, oui, il faut réfléchir. On va passer au vote des cotisations, puisque je vois qu'il y a des questions. Donc, ce que j'ai posé, c'est juste des orientations. Ça ne veut pas dire qu'on n'acte pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on reconduit le tarif des adhésions tel qu'il était, à savoir un AT en poste 60 €, hors classe 70, AT général 80, collègue des chargés de fonction 25, EAT gratuité. Et on vous propose aussi, alors je ne sais pas si Clotilde est là, puisque c'est elle qui est à la pointe, sur la gratuité pour les collègues adhérents retraités. Je viens d'arriver. Bonjour. Ah. Juste attends, je te passe la parole. Pas question, Philippe. Non, mais tu peux faire un don quand même, Pierre. C'est une question de principe. Ah. On est adhérent, on paye. Alors, je laisse la parole à Clotilde parce que voilà.
C'est une idée qui est portée depuis plusieurs années, soumise régulièrement à la discussion. Les EAT sont adhèrent déjà gratuitement à l'association parce qu'on peut être adhérent de façon gratuite. Il n'y a pas besoin nécessairement qu'il y ait un tarif adossé à l'adhésion pour participer à l'association. Et l'idée, c'est que les retraités étant des générations de retraités arrivent nouvellement de façon plus nombreuse. L'idée est de pouvoir les associer pleinement et de leur proposer une implication, une participation, et de la même façon que pour les EAT, les revenus diminuant dans cette phase de la vie, de pouvoir participer à l'association néanmoins sans que ce soit un obstacle. Clotilde, on t'entend plus. Enfin, moi, en tout cas, je t'entends plus. Je ne sais pas si les autres t'entendent. C'est parce que j'ai arrêté de parler. Ah. D'accord. Pardon. Ça a sauté un peu, c'est pour ça. Alors, est-ce qu'on a fini avec les différentes interventions? Et est-ce que tu as fait... donc, on a donné le titre à Jean Do. Est-ce que tu as fait voter, Philippe, les tarifs? J'ai juste une petite remarque. C'est Rémi. Oui, juste pour préciser dans le chat que dans la gratuité, ça concerne aussi les lauréats de l'examen pro qui sont encore sur liste d'aptitude. Et Amélie posait la question des EAT qui sont encore sur liste d'aptitude à la sortie de l'INET. Et je trouve que ça serait effectivement équitable de dire que tous nos collègues qui sont au seuil d'entrer pleinement dans le cadre d'emploi, effectivement, bénéficient de la gratuité. Bien, écoutez, donc on met ça au vote. Alors, du coup, je ne sais pas combien, ça va être un peu compliqué de compter, mais bon. Donc, sur les tarifs, alors en incluant donc la gratuité pour évidemment les examens pro et ceux qui n'ont pas trouvé, qui sont sur liste d'aptitude et qui n'ont pas trouvé, je pose, donc là, qui est contre ? Donc voilà, qui s'abstient. Je vous remercie. Sur la question de la gratuité aux collègues retraités. Alors là, voilà. Donc j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient contre. Est-ce que ceux qui sont contre peuvent lever la main sur... Ça serait peut-être plus facile à compter, s'il vous plaît. Donc Coralie, tu en comptes combien? Ça monte. Pour l'instant, j'en ai 12, 13. Il faut patienter un peu le temps que ça s'affiche, si c'est possible. Ouais, bien sûr. Ça... Petite proposition alternative, est-ce qu'il ne serait pas possible de décider d'une cotisation libre pour les collègues retraités? Sont proposés au vote les sujets à l'ordre du jour, pour la simplicité des débats, me semble-t-il. Surtout quand on est en visio, c'est compliqué, quoi. Donc là, on est à 23 mains levées. J'ai l'impression que ça bouge plus trop. Et sur combien? Sur 80. Enfin, sur 80 présents, moins les invités. Donc, du coup... Alors, attends. On va faire différemment, puisque là, il y a quand même débat. Donc, on est à 23 contre. Oui, on va faire les pour. La gratuité. Donc, tous ceux qui ont levé la main, baissez la main. Alors, pardon, parce qu'il y a une question. Ceux qui ont levé la main, pour l'instant, c'est ceux qui étaient contre. Oui. Hein, d'accord. Donc, c'était 23. Donc là, vous pouvez baisser la main, annuler, voilà, baisser la main. Tout le monde. Il y en a encore 3, 2. Il y en a qui... Hein, baisser la main. Il y en a encore... Stéphane et Sébastien. Stéphane Becquet. Ce qui est bien, c'est que l'on voit, du coup. Voilà. Non. Donc non. Voilà, parfait. C'est bon. Donc maintenant, on est à 0. Qui est pour la gratuité pour les retraités?
Oh, c'est un suspense terrible. C'est incroyable. On est à 19. Non, ça bouge plus. Tout le monde n'a pas. Alors, il y a des. Ne prend pas part au vote, je pense. Bon, bah écoute. Ah, 20, attention. 20. Est-ce que tout le monde s'est exprimé? Bien, bah écoutez. Voilà, donc c'est la gratuité pour les retraités n'est pas adoptée. Voilà. Mais c'est comme pour l'indépendance de l'Écosse, la question sera peut-être reposée chaque année jusqu'à ce que le vote soit positif, j'en sais rien. On peut peut-être rappeler le résultat. 23, donc 23 contre et 20 pour. Donc les retraités continueront à payer. Satisfait, Pierre? Absolument. Bon, très bien. Fabien, Coralie, je te repasse la main si la partie financière est épuisée, à moins qu'il y ait encore des questions. Voilà. Donc, on dit, pardon, le même montant que pour les déchargés de fonction, donc ce serait 25 € pour les retraités. C'est ça? Je ne sais pas jusqu'à combien vous payez, honnêtement, Pierre, vous payez combien aujourd'hui? 30 €. Alors, donc peut-être par simplicité, on dit 25? Mais c'est pas la peine de changer ce qui marche. Bon, alors 30 la €. vie, Philippe. 30 on a €. des problèmes Okay. plus importants. D'accord. Bah écoute, c'est le moment de décider, hein. Voilà. Bon, ok. Allez. Allez, on en reste là. Merci Philippe, merci Jando et merci Pierre qui s'est quasiment transformé en animateur de cette réunion, mais surtout ne change rien, reste comme tu es. Moi aussi, Jando, c'est mon ami et je veux le saluer à mon tour. Après Franck, c'est vrai que Jando, c'est le partenaire de Franck puisqu'ils pilotent tous les deux le réseau d'accompagnement des terres et qui viennent en soutien à nos collègues en difficulté. À mon tour, cher Jando, je veux te saluer. J'ai cheminé Merci, Fabien. avec toi dans l'association pendant 2 mandats. Tu as été vice-président de notre association, tu étais le trésorier sortant. Et j'ai beaucoup aimé, je pense que c'est le cas des autres membres du bureau, travailler avec toi. J'ai beaucoup appris aussi à travailler avec toi et je sais que tu vas continuer à t'investir dans notre association parce que tu aimes être utile et tu aimes aider. Ça fait partie de tes nombreuses qualités. Et voilà, je t'embrasse, même si je n'ai pas le droit de le faire dans la période, je le fais quand même. Merci Fabien. Merci beaucoup à toi, mon cher Jando. Merci, mon cher Philippe. 2-3 mots peut-être avant qu'on conclue cette séquence financière. Oui, je pense que nous avons construit à l'ATF un modèle financier robuste. On a fait le choix de la croissance très puissante des partenariats. Et ça a contribué à créer ce modèle économique robuste. Nous ne sommes pas d'ailleurs, et je le dis, nos partenaires sont là, dans une démarche où nous signons des conventions, nous faisons des photos avec les partenaires, nous les invitons au congrès et puis nous encaissons des chèques. Nous sommes dans une vraie démarche constructive de relations, de véritables relations de travail avec nos partenaires et nous produisons avec nos partenaires, nous produisons des documents de référence, nous prenons avec eux des initiatives. Si je regarde sur l'innovation publique, sur la transition écologique, sur le lab ATF, sur les politiques RH, sur le dialogue avec les cadres du privé, bref, sur tous ces sujets, nous faisons du travail de qualité avec nos partenaires et sur bien d'autres sujets encore. Et je crois d'ailleurs que si nos partenaires restent et nous sont fidèles, c'est parce qu'ils savent bien qu'avec nous, ils ont une véritable occasion de travailler, de faire de l'intelligence collective et je les en remercie. On a donc un modèle robuste. Il faut aussi que ce modèle nous permette d'être indépendant et c'est un enjeu que tu as, mon cher Philippe Laporte, parfaitement mis en valeur. Et donc, être indépendant, c'est trouver la bonne part pour chacun de nos financements. Il y a donc les partenariats qui ont beaucoup augmenté. Il y a les adhésions. Tout le monde sait que les adhésions, elles sont pas très élevées à la ATF. Et il y a les tarifs du Congrès. Tout le monde sait que les tarifs du Congrès
à l'ATF au regard de ces événements majeurs, à la fois intellectuels et festifs, que sont devenus nos congrès. Tout le monde sait que les prix d'inscription au congrès ne sont pas élevés. Alors, et puis, il y a peut-être d'autres pistes de financement, et notre ami l'évoquait tout à l'heure, et donc il faut qu'on trouve la bonne pondération entre ces différents mécanismes de financement pour assurer notre indépendance. C'est tout l'enjeu, mon cher Philippe, que tu as parfaitement décrit, et c'est un enjeu sur lequel on va réfléchir et on va travailler. Et puis, on le voit encore, la TF, c'est la démocratie, puisque nous étions plusieurs à souhaiter, et j'en faisais partie d'ailleurs, que nos retraités soient exemptés de cotisation. Je connais, mon cher Pierre, ta position historique sur le sujet, et tu sais que je la respecte. Et je te disais tout à l'heure qu'il faut surtout que tu conserves ta capacité à porter tes convictions haut et fort parmi nous. Mais c'est vrai que l'idée qu'au deux bouts de la chaîne, en quelque sorte, les élèves administrateurs, les collègues examens professionnels, y compris quand ils n'ont pas encore trouvé de poste, et à l'autre bout de la chaîne, nos collègues retraités qui ont été de fidèles serviteurs du service public, et bien que les uns et les autres, à chaque bout de la chaîne, ne cotisent pas, me paraît être une bonne idée, me paraît même être une idée juste, mais c'est une idée qu'il faut sans doute expliquer, qu'il faut sans doute mieux débattre. C'est ça la démocratie, et c'est ce que nous ferons. Et Philippe disait que cette idée n'est peut-être pas morte ce soir, nous en reparlerons. Voilà, merci beaucoup, et merci de vos votes pour donner quitus à notre ami Jandot. On rentre dans la deuxième partie de l'ordre du jour de cette Assemblée générale, le rapport moral. Si vous le voulez bien, je vais donc vous dire quelques mots. Je voudrais bien vérifier que vous m'entendez bien les uns et les autres. C'est le cas? Oui, pas de problème. On t'entend très bien. Fort et clair. Tu m'entends bien, Pierre? Bon, ça a l'air d'être le cas. On t'entend très bien, Fabien. Ok, merci beaucoup. Bien, chers amis, il me revient de vous dire quelques mots sur notre activité 2020. Je voudrais m'en tenir à quelques propos de 10 minutes pour que nous puissions évidemment échanger les uns et les autres ensuite. Et évidemment, à juste titre, demander quelques slides pour constituer un support à mon intervention. J'ai souhaité qu'on puisse diffuser les noms des membres du bureau sortants, les noms des membres du bureau entrant, les noms de nos délégués régionaux sortants, les noms de nos nouveaux délégués régionaux, de notre staff. Bref, j'ai souhaité que ces slides portent les noms des femmes et des hommes qui s'engagent au service de notre association, parce que finalement, c'est ça le plus important. Et donc, ces slides vont un peu défiler en boucle sous vos yeux, et je m'en réjouis. C'est une façon de rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui s'engagent et qui, encore une fois, font vivre notre association. Bien, chers adhérents, je vous redis évidemment mon plaisir au nom de notre bureau national de vous retrouver ce soir pour notre assemblée générale, donc, qui se déroule dans des conditions particulières, mais qui a le mérite, je le crois, de nous permettre de nous réunir et être ensemble, même en mode numérique. Je crois que c'est précieux pour chacune et pour chacun d'entre nous. À nouveau, je forme pour toutes et tous des vœux de bonne santé pour chacune et pour chacun d'entre vous, pour vos familles, pour vos proches, pour vos collaborateurs. Et je vous redis que, évidemment, je souhaite que cela dure le plus longtemps possible. En cette année exceptionnelle, mes amis, notre association a gardé le rythme et a gardé le lien. Grâce à cette force collective, dont on donne encore quelques exemples ce soir, cette force collective qui la caractérise et qui se nourrit, je le disais à l'instant, de l'engagement de ses adhérents. Alors, vous savez que non seulement notre association compte un taux d'adhésion parmi les plus importants au sein du secteur public, mais en outre, vous êtes des adhérents investis, soit que vous supportiez les actions entreprises, soit que vous vous mobilisiez activement, comme les 18 membres du bureau, comme les 100 délégués régionaux, comme la dizaine de délégués nationaux, ou comme tous les membres de notre association qui sont dans nos groupes de travail et qui sont à l'origine de nos initiatives et de nos productions. Je salue cette force collective qui fait de notre association l'association de référence, et je veux toutes et toutes vous remercier encore une fois. C'est grâce à cette force collective qu'en cette année si difficile, l'ATF a été active, l'ATF a gardé le rythme et l'ATF a gardé le lien. Alors, parlons du lien d'abord. En 2020, malgré les difficultés que nous connaissons tous,
votre association a su garder le lien, ce lien qui nous rassemble dans la grande maison de la ATF et qui nous rassemble au-delà de nos diversités de métiers, de nos diversités de territoires et de la pluralité des voies d'accès au grade d'administrateur territorial. La ATF est la maison commune de tous les administrateurs, quelles que soient, encore une fois, leurs origines et leur voie d'accès à ce cadre d'emploi. Alors, garder le lien en 2020, ça a d'abord consisté à soutenir une vie associative intense. Notre vie associative, elle fut d'abord élective, avec le renouvellement du bureau national et le lancement des opérations pour l'élection des délégués régionaux, des élections qui s'étaleront jusqu'au 1er février. Et je veux évidemment, je l'ai fait à l'instant avec Jean Do, il n'est pas le seul membre du bureau sortant, je veux saluer tous les membres du bureau sortant et je veux les citer bien sûr, même si leur nom défile sous vos yeux: Philippe Laporte, Camille Dagor, Amaury Brandalis, Clotilde Fretin-Brunet, Thierry Gévaudan, Marie-Line Esri, Delphine Joly, Simon Munch, Nadiège Joly, Franck Poy, Dorian Huard, Karine Taupin-Condomiti, Rémi Berthier, Naïma Medjani, Jean-Dominique Poncé et Alice Després. Je veux les remercier pour leur engagement indéfectible pendant un mandat, voire pendant 2 mandats pour certains. Et puis évidemment, je veux adresser mes encouragements aux membres du nouveau bureau, du bureau entrant, de celui que vous avez très largement élu lors de nos élections de juin, les membres issus de la liste Garder un temps d'avance. Et je veux leur dire ma fierté d'être accompagné par eux pour les 3 années qui viennent. Et là aussi, bien sûr, je veux les citer: Coralie Garot, notre secrétaire général, Clément Lebras-Thomas, son adjoint, Nadège Battista, Amaury Brandalis, notre vice-président, Amélie Dietlin, Philippe Laporte, notre trésorier, Rosita Ouaro, Rémi Berthier, notre vice-président, Dorian Huard, Franck Poy, Clotilde Fretin-Brunet, vice-présidente, Simon Mauverman, Karine Garcin-Escobar, vice-présidente, Naïma Medjani, trésorier adjointe, Domitien Détry, Linda Corté et Gwenaël Leblond. Et puis, évidemment, je veux vous remercier, vous, les adhérents, qui nous avez confié vos suffrages et des suffrages dont nous essaierons évidemment d'être dignes pendant ces 3 années. Et puis enfin, je veux féliciter, puisque je disais que le processus de renouvellement des délégués régionaux a commencé, je veux féliciter les premiers délégués régionaux qui sont déjà élus et dont la liste défile sous vos yeux, et remercier notre collègue Karine qui est à l'œuvre pour organiser en lien avec les délégations régionales ces élections. Alors notre vie associative, elle fut élective, je l'ai dit, elle fut aussi largement numérique en 2020 en raison des circonstances sanitaires, campagne électorale et vote électronique pour les élections du bureau et des délégués, visite numérique du bureau national dans les délégations. Vous savez que nous les avons repris et que nous avons déjà visité 3 délégations régionales, formation à distance, conseil d'administration dématérialisé, conférence nationale numérique thématique, soirée des partenaires numériques. Et c'est vrai qu'à chaque fois, nous avons pu constater une influence. C'était le cas tout à l'heure, je le signalais, pour la réunion du groupe de travail sur le RETEX. On a constaté une influence qui, je crois, en dit long sur le besoin que nous avions de nous retrouver les uns et les autres, mais qui en dit long aussi sur la pertinence des outils que nous avons su développer pour assurer cette bascule vers un fonctionnement numérique de notre association et qui nous permettent de partager. Et c'est vrai que dès le début de l'année, nous avions déjà entamé ce virage numérique sur une inspiration des amis de la délégation Occitanie d'ailleurs, avec la création du réseau Airbnb, le réseau du Bureau national et des délégations régionales, qui est un réseau social d'échange entre les membres du Bureau national et les délégués régionaux et qui connaît un succès croissant et un volume d'échanges croissant depuis que nous l'avons créé. Donc une vie associative élective, une vie associative numérique et une vie associative participative aussi en 2020, puisque vous le savez, nous sommes attachés aux démarches participatives, et les démarches participatives font la vie d'une association démocratique. Et nous avons lancé une consultation il y a quelques semaines auprès de vous pour recueillir vos propositions, pour alimenter la feuille de route, celle sur laquelle vous avez élu le nouveau bureau. Mais c'est une feuille de route qui est ouverte et qui peut être complétée. Et c'est le but de la consultation que nous avons lancée auprès de vous. Et Clotilde nous la présentera dans quelques instants. Alors, garder le lien en cette année 2020 au sein de l'ATF, ce fut aussi
par la consolidation de l'offre de services qui permet à notre association de vous accompagner toutes et toutes au quotidien dans le déroulement de votre carrière. Et 2020 fut l'année du déploiement de cette grande initiative sans précédent et sans équivalent qu'est Protéger, Promouvoir, coordonnée par notre ami Stéphane Ouzillot, qui tout à l'heure, sans doute, sur ce sujet, pourra répondre à vos questions. Initiative que nous avons imaginée pour mettre en cohérence une quinzaine d'actions au service des collègues dans le cadre du mercato post-élection municipale. Créer des opportunités professionnelles pour les collègues et défendre celles et ceux qui se trouvent en difficulté. Bref, être à la fois à l'offensive et dans la défensive quand c'est nécessaire. Tels sont les deux objectifs de ce dispositif. Établir un partenariat avec les associations de direction de cabinet, approfondir la collaboration avec les cabinets de recrutement, collaborer avec l'AMF pour structurer des relations de qualité avec les élus recruteurs, assurer la promotion du cadre d'emploi via une plaquette de recrutement, créer et compléter un observatoire des mobilités. Et merci, cher Jean-Marc Legrand, de t'y être attelé, référencer des professionnels en matière d'accompagnement, faire monter en compétence les collègues sur la transition écologique et l'e-réputation. Merci Naïma, merci Clotilde d'avoir porté ces séquences de formation qui permettent de développer l'employabilité des collègues sur des enjeux qui vont être au cœur des mandats qui s'ouvrent. Voilà, à grands traits, quelques mesures de Protéger, Promouvoir, quelques mesures emblématiques de ce dispositif que nous avons décidé de pérenniser pour en faire une offre de service permanente de nos adhérents. En d'autres termes, Protéger, Promouvoir devient le vaisseau amiral de l'accompagnement de nos adhérents et je crois que c'est une excellente chose. Puis cette année encore, les collègues, et ça me paraît important d'y revenir un instant, nous avons fait prospérer le label des hauts fonctionnaires territoriaux. Alors, qui a un peu de recul, et on est quelques-uns à en avoir dans cette association, qui a un peu de recul reconnaîtra que ce label n'existait pas vraiment il y a 6 ans, par défaut de promoteurs, dirons-nous. Et c'est une des grandes réussites, je le crois très sincèrement, de notre association que d'avoir imposé le label administrateur territorial dans le paysage et que d'avoir fait croître son pouvoir d'attraction. Jamais il n'y a eu autant d'administrateurs territoriaux dans les autres univers professionnels que le secteur public local, sous l'aiguillon de cette politique active de diversification des parcours que nous menons. Merci mon cher Charles Thibault, qui en est le délégué national, qui s'appuie, vous le savez aujourd'hui, sur une équipe de 35 ambassadeurs de diversification et sur un outil Internet dédié. Jamais non plus il n'y a eu autant d'administrateurs territoriaux en cabinet ministériel, y compris dans des cabinets que nous n'avions pas investis jusqu'à présent. Je pense au ministère de la Justice, et y compris sur des fonctions d'encadrement que nous n'occupions pas jusqu'à présent. Je ne peux pas encore élargir mon propos au poste de sous-préfet à la relance. Nous avons, nous, vocation à être préfet, mais pour la bonne cause de la relance, nous voulons bien occuper quelque temps des postes de sous-préfet à la relance. Vous savez que les vagues de nomination n'ont pas toutes été effectuées. Vous savez que j'ai écrit au nom de notre association à Jean Castex il y a quelques semaines sur ce sujet. Et donc, on attendra de connaître l'ensemble des vagues de nomination pour voir la place que nous occupons sur ces fonctions. Alors, ce label, il nous permet aussi d'être un acteur reconnu dans le champ de l'influence et du débat public. Et je le disais, en cette année 2020, nous avons maintenu le rythme, c'est-à-dire maintenu le rythme de notre activité propositionnelle et conceptuelle qui fonde notre présence au cœur du débat public. Alors, en février, Frédéric Thirier communiquait ses propositions pour une réforme de la haute fonction publique, et la moitié de ces propositions étaient inspirées des prises de position de la ATF, et merci, chère Clotilde, de porter pour nous ce dossier. À l'été, nous publions, et vous y travaillez il y a encore 1 heure de cela, à l'été, nous publions Retour d'expérience de la gestion de crise, premier document de ce type au niveau national, recensant une cinquantaine de témoignages d'acteurs locaux. Et merci Amaury, merci Gwenaël et merci Karine de porter pour le bureau ce sujet. Nous avons élaboré 20 propositions pour la relance économique du pays avec un groupe de travail qui était animé par notre cher Philippe Laporte. Nous avons publié notre nouvelle édition du baromètre que nous réalisons désormais chaque année avec Ipsos sur le regard des Français et des fonctionnaires territoriaux sur l'action publique locale et les services publics locaux. Et vous savez que ce baromètre est désormais un document de référence sur l'état du pays repris dans la presse nationale.
Nous avons préparé avec plusieurs séances de travail en conseil d'administration nos propositions relatives à la loi 4D, que nous publierons en début d'année. A priori, le passage du projet de loi en conseil des ministres est prévu pour début janvier. Merci mon cher Clément Lebras qui coordonne pour le Bureau national ces travaux. Nos productions montrent que nous avons gardé le rythme en cette année 2020. Et notre regard intéresse aussi. Je veux vous dire cela, les amis, notre regard intéresse, il intéresse toujours plus les décideurs. Cette année, la Cour des comptes a souhaité nous auditionner, dans la réflexion qu'elle projette sur l'évolution des juridictions financières. Le Conseil national de l'évaluation des normes, présidé par le ministre Alain Lambert, avait aussi tenu à s'entretenir avec nous sur un certain nombre de positions, de nombreux parlementaires. La revue du corps préfectoral a souhaité qu'on livre une contribution lors de sa dernière édition. Bref, ils sont nombreux parmi les décideurs à vouloir nous auditionner, à vouloir nous entendre, à vouloir accueillir nos témoignages. Et il en va de même pour la presse. Et vous savez que c'est une stratégie que nous assumons, puisque nous avons cette année, en 2020, été présents plus de 30 fois dans la presse écrite nationale et régionale. Il faut ajouter évidemment à ces 30 fois les nombreuses présences qu'on ne peut pas compter dans la presse professionnelle et quelques présences dans les médias audiovisuels. Bref, notre visibilité a été grande en cette année 2020 dans les médias. Alors, il y a nos idées, il y a notre parole qui intéresse, et puis il y a les concepts que nous forgeons. Et comme nous sommes inventifs, audacieux et tenaces à l'ATF, eh bien, ces concepts, nous œuvrons pour les faire prospérer, et ils prospèrent. Et les concepts que nous forgeons, en effet, ils se popularisent et ils progressent dans l'opinion. Je pense par exemple au concept de déconcentralisation, qui est issu de nos nombreuses réflexions et que nous avons popularisé à la fois à l'occasion de la gestion de la crise du Covid et de la préparation de la loi 4D, avec cette idée que la force d'entraînement de l'action publique dans le pays, c'est les collectivités locales et l'État local, et qu'il faut faire avancer de pair la décentralisation et la déconcentration. Il y a cette idée de la fiscalité de résistance aussi, que nous portons de longue date et qui prospère. Là, vous savez, cette idée de doter les collectivités locales de recettes de stock et de recettes de flux, mais surtout de recettes de stock dans une période où on veut qu'elles puissent amortir le choc économique et social de la crise et agir. Si elles n'ont pas suffisamment de fiscalité de résistance, elles ne sont évidemment pas en capacité de le faire. Je pense aussi à d'autres concepts, celui de décloisonnement de la haute fonction publique, qui est repris par la ministre Montchalin elle-même désormais, et que nous avons toujours présenté comme une façon de réduire, de contribuer à la réduction des fractures du pays, des fractures entre le Paris et les territoires, le pouvoir central et les collectivités locales. Et puis je pense à d'autres concepts encore, celui qui nous a amené à considérer qu'il fallait imposer la primo-installation des médecins dans les déserts médicaux, ou celui des auditeurs citoyens que nous avions beaucoup porté au moment de la crise des Gilets jaunes. Et puis, il faut aujourd'hui constater que nos initiatives, nos concepts, nos propositions, eh bien, elles trouvent leur traduction législative et réglementaire, puisque désormais, ce sont plus de 60 de nos propositions qui, en 6 ans, ont intégré le corpus juridique national. Chers amis, en période de crise, la ATF ne met pas en berne ses valeurs. Et elle est aussi active pour la promotion des valeurs auxquelles elle croit et qui sont dans son ADN. Au contraire, elle cherche à les porter encore plus haut. L'égalité des chances, l'égalité professionnelle femmes-hommes, l'innovation et la transmission aux futures administratrices et administrateurs territoriaux nous ont en effet pleinement mobilisés encore en 2020. Et sur ces sujets, vous le savez, je l'avais dit lors de notre dernier congrès, ça remonte presque 2 ans maintenant, sur ces sujets, nous avons fait le choix de travailler collectivement. Et je crois que cette stratégie nous a donné plus de force dans nos démarches d'influence. En prenant une initiative commune et inédite avec les 2 autres associations représentatives, les 2 autres versants de la haute fonction publique, l'association des anciens élèves de l'ENA et l'association des directeurs d'hôpital, nous avons, vous le savez, obtenu que nos propositions soient au cœur du rapport Thiriet
et qu'une relation de travail dont je dois dire qu'elle est à la fois confiante et efficace se noue avec la ministre Amélie de Montchalin. Et déjà nous obtenons 2 premiers succès en matière d'égalité des chances. L'égalité des chances, c'est un des versants de la réforme de la haute fonction publique que nous appelons de nos voeux, vous le savez. Eh bien, déjà, 2 mesures en matière d'égalité des chances, j'y reviendrai tout à l'heure, ont pu être adoptées par le Parlement, des mesures que nous proposions. En participant à la création de la branche française de TOUGAP, dont la ATF détient une vice-présidence, en la personne de notre chère déléguée Françoise Belay, que je salue, nous nous sommes donné les moyens de dialoguer au plus haut niveau de l'État pour faire progresser la cause de l'égalité professionnelle femmes-hommes, qui est une cause que nous portons historiquement dans cette association. Et vous savez les victoires que nous avons obtenues à l'occasion de la loi TFP, mais tout n'est pas affaire de nomination. Et nous travaillons aujourd'hui pour que l'égalité professionnelle femmes-hommes progresse aussi dans le champ des rémunérations. Alors bien sûr, je ne mentirais si je vous disais que le partenariat, puisque nous parlons de travail collectif, que le partenariat avec le CNFPT nous donne satisfaction. Ce n'est pas le cas, vous le savez, et nous sommes deux acteurs qui convergent parfois, mais qui souvent aussi faisons le constat de divergence, et après tout, ça n'est pas condamnable, chacun prend sa responsabilité et a sa liberté. Mais c'est vrai que nous regrettons qu'en cette année 2020, le CNFPT ait refusé notre proposition de repousser de 3 mois la fin de scolarité des Georges Sand et de les accueillir en stage à la ATF, ce qui les a conduits à entrer sur le marché du travail au pire moment, en pleine crise sanitaire. On regrette aussi, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, que le CNFPT se tienne à l'écart de la réforme de la haute fonction publique, comme s'il suggérait finalement qu'il n'y avait pas de sujet dans la territoriale, parce qu'il n'y avait pas de hauts fonctionnaires dans la territoriale. Alors, à nos élèves administrateurs, nos élèves administratrices, administrateurs, à nos collègues lauréats de l'examen professionnel, je veux cependant dire, et ils le savent, et j'ai eu l'occasion de leur dire récemment lors de notre rencontre, que nous serons toujours aux côtés des élèves administrateurs. Nous le serons, et je salue là l'action de notre ami et vice-président Rémi Berthier, qui suit ce dossier comme la prunelle de ses yeux. Nous serons toujours aux côtés des élèves administrateurs. Nous le serons au moment de la scolarité, notamment à les associant à nos productions qui ont une visibilité nationale et qui majorent l'employabilité des élèves administrateurs. Ça a été le cas cette année avec le RETEX et avec les propositions de la relance, mais nous serons aussi présents auprès des élèves administrateurs au moment pour eux de trouver le premier poste et tout au long de leur carrière. Et ils savent aussi que nous ne les prendrons jamais en otage de différents avec tel ou tel. Bien, mes chers collègues, il nous arrive parfois d'entendre l'administration, ok, c'est l'association de référence, mais elle est très corporatiste. Alors, je le disais tout à l'heure, la ATF, c'est la démocratie, c'est l'ouverture. Nous sommes des gens ouverts et nous pouvons entendre toutes les critiques. Ce n'est pas pour autant que nous les partageons. Et j'avoue, moi, avoir du mal à comprendre ce reproche. Parce que s'il s'agit de nous faire grief de défendre nos adhérents au nom du bureau, j'assume à 100% alors d'être corporatiste. Nous avons été élus par vous pour être à votre service et pour défendre vos intérêts, et nous le ferons jusqu'à la dernière minute de ce mandat. S'il s'agit plutôt de nous incriminer parce que nous serions, excessivement tournés sur nous-mêmes, qu'on me permette alors de rappeler que nous travaillons, me semble-t-il, pour l'intérêt de tous. Quand nous publions, par exemple, et merci cher Amaury Brandalis, en accès libre, accessible à toutes et tous, nos tableaux de suivi de la mise en œuvre de la loi TFP et des textes liés au Covid qui ont rencontré un succès considérable sur les réseaux sociaux. Il me semble que nous œuvrons pour tous les fonctionnaires quand nous obtenons, et c'est une de nos belles victoires, l'encadrement du recours aux contractuels pour les administrations françaises, quand nous convaincons le législateur d'adopter une procédure transparente pour le recrutement sur tous les emplois fonctionnels des collectivités locales, ou encore quand nous obtenons gain de cause en justice, vous savez que ça a été le cas cette année, pour défendre le droit à l'égal accès aux emplois publics. Nous œuvrons pour toutes les femmes quand nous sommes les premiers en France,
Et j'ai écrit à ce sujet au président du MEDEF et à 2 ministres de notre gouvernement, à alerter sur le risque que les femmes soient variables d'ajustement du déconfinement au printemps dernier. Sommes-nous catégoriels lorsque nous répondons favorablement à l'invitation qui nous est faite de participer, vous vous en souvenez, à la mission installée par Olivier Véran pour réfléchir à la prise en charge de nos aînés en période de crise. Et ce fut un de nos plus beaux engagements cette année que de contribuer à ce groupe de réflexion pour améliorer la prise en charge de nos aînés. Sommes-nous catégoriels encore lorsque nous obtenons du législateur, je l'évoquais tout à l'heure, 2 mesures fondamentales pour favoriser l'égalité des chances? L'augmentation de 1000 places dans les classes préparatoires à l'égalité des chances, ça n'est pas rien, c'est ce que nous demandions, et le doublement de la prime de diversité qui est allouée à ces élèves. Lorsque nous offrons le prix du Lab ATF à la communauté de communes de la Mortagne, et merci, chère Doriane Huard, de piloter ces sujets pour le bureau, nous œuvrons pour que l'innovation publique se diffuse aussi dans les collectivités de taille modeste où ne travaillent pas des administrateurs territoriaux. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier Harmonie Roche, qui fut notre déléguée nationale au Lab ATF et qui a souhaité évoluer vers d'autres engagements. Je la remercie pour son engagement. Elle a fait briller le Lab ATF et j'en profite pour adresser tous mes encouragements à celle qui la remplacera, Nadège Bonnefou, et à toute l'équipe qui s'est constituée au cours d'elle, Valentina Cosma, Sandrine Trinquier et Clémentine Palmas. Et puisque je parle de Valentina, que je salue, je crois l'avoir vue dans la liste des présents, je voudrais aussi dire que Valentina, d'une certaine façon, illustre que les combats que nous gagnons ne sont pas des combats théoriques et ont une traduction concrète sur la trajectoire de nos adhérents, puisque vous vous souvenez qu'elle fut la première parmi nous à bénéficier de la mesure de double détachement que nous avons arrachée de haute lutte au moment de l'adoption de la loi TFP. Voilà, mes amis, quelques dernières marques de cette ATF généreuse, de cette ATF ouverte sur les autres, soucieuse d'intérêt général, de cette ATF que nous aimons, de cette ATF dont j'ai dit récemment était finalement attachante au point de susciter votre fidélité, la fidélité de ses adhérents, mais aussi la fidélité des partenaires que j'évoquais tout à l'heure et que je remercie à nouveau. Merci beaucoup, chers amis, chers adhérents, de votre écoute. Et je m'arrête là pour que nous puissions échanger et que les membres du bureau avec moi puissent répondre à vos questions. Et c'est Coralie, si elle le veut bien, qui va animer ce débat et vous donner la parole. Je veux bien et je suis attentive à vos demandes de parole. Bon. J'ai levé la main. Oui. Emmanuel et ensuite Pierre. Oui. Ouais, merci. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt une réaction pour simplement indiquer que ce que tu disais, Fabien, en introduction, sur le poids de la ATF récemment concernant les différentes décisions prises au niveau national, notre contribution à un certain nombre de textes, le poids grandissant que la ATF peut avoir, je crois qu'il est vraiment visible ces 2 dernières années en particulier. Enfin, moi, je le sens comme ça. C'est en particulier très, très notable ces 2 dernières années. Alors peut-être parce qu'il y a eu aussi beaucoup de réformes ces 2 dernières années, mais en tous les cas, je crois que le travail que l'on fait, que vous faites au niveau du bureau, il est vraiment visible dans la période récente et je voulais m'associer aux remerciements de tout le monde pour ce travail qui porte ses fruits. Et je voulais simplement également indiquer, je l'ai indiqué tout à l'heure dans la conversation écrite, mais vraiment rappeler que ce fil, ce réseau qu'on a créé via WhatsApp, ça n'a l'air de rien, mais il nous a beaucoup aidés. Il a été extrêmement précieux pendant la période du confinement. Et au-delà, c'est l'idée du réseau, c'est l'idée de s'appuyer sur des complémentarités, des compétences différentes sur le territoire avec des expériences vraiment enrichissantes.
Et puis tout simplement avoir du soutien pendant cette période très très difficile qu'on a vécue en mars, avril et mai. Voilà, c'est juste une réaction pour dire que ça a été très très précieux et au-delà de ce qu'on peut voir, le grand raout, des réformes, etc., le simple fait d'avoir ce fil quotidien de réaction, de témoignages, d'apports et de réponses aux questions, je pense que ça a été, en tout cas pour moi, extrêmement important pendant cette période. Voilà, donc je remercie tous ceux qui ont pu répondre à ce moment-là aux questions qui s'étaient posées. Merci beaucoup, Emmanuel. C'est vrai que le fil WhatsApp a bien fonctionné. Pierre voulait intervenir. Pierre Usan. Oui. Fabien a fait un bilan tout à fait positif de l'association et je souscris absolument à ce qu'il a dit. Les choses avancent bien et dans une excellente ambiance. Je voudrais malheureusement aborder une question difficile. Un des rares avantages de la crise du Covid-19 est d'avoir permis que la réforme des retraites soit pour l'instant sous le boisseau. Mais comme tous les dangers, il peut réapparaître assez rapidement et d'une manière beaucoup plus vigoureuse que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Donc, il faut que l'association se prépare, prenne position. Clotilde a créé un groupe actif et présent, mais il faut que l'association se mobilise. Le danger est là, les risques sont énormes et il faut absolument prendre des positions claires. Clotilde, je ne sais pas si tu veux apporter un élément de réponse sur le projet sur le groupe retraite. Oui, c'est un groupe tout à fait récent puisqu'on l'a constitué grâce à un appel via la newsletter en septembre. Vous avez vu que l'activité du premier trimestre de l'association était extrêmement dense. Donc, on a travaillé pour l'instant un peu en sous-marin sur ce groupe parce que d'autres sujets étaient prioritaires, et notamment l'élection des délégués régionaux. Donc on a un plan de travail qui est prêt, plan de travail qui comprend effectivement un travail sur la réforme des retraites. On est peu nombreux à être capés sur le sujet, donc ça nécessitera un gros boulot. Un gros boulot non seulement de la part des jeunes retraités de l'association, qui sont membres de l'association, mais aussi des actifs. Ça nous intéresse tous, on se prépare probablement pas suffisamment tôt. Attends 2 secondes. Et j'ai perdu le fil. Et donc oui, c'est un sujet à l'ordre du jour. C'est un sujet à l'ordre du jour, mais on vous proposera et on vous sollicitera tous les adhérents en début d'année pour bien cibler, bien comprendre et puis grossir aussi le groupe, bien cibler notre intervention. Évidemment, la réforme des retraites en fait partie. Et je partage la vigilance de Pierre sur le sujet, et ça sera un sujet de plus sur lequel l'association pourra prendre position. Voilà. Alors, Françoise Belay voulait intervenir. Oui, bonjour. Bonjour à tous Bonjour, et à toutes. Merci à Fabien pour avoir présenté l'activité dont je m'occupe sur l'égalité professionnelle. Donc effectivement, on a fait pas mal de choses, pas mal d'événements cette année, je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a un groupe de travail qui vient de s'être créé, donc si certains et certaines veulent nous rejoindre, ils sont les bienvenus. Tu as parlé aussi du réseau TOGAP auquel nous appartenons. Et par le biais de ce réseau, on a la possibilité de créer une base experte. Et ça peut être intéressant aussi de valoriser les expertises de nos collègues auprès des journalistes, auprès de différents interlocuteurs. Voilà. Mais au-delà des choses positives, vous avez peut-être lu le dernier rapport sur les nominations équilibrées. Et en fait, dans la fonction publique territoriale, on n'est pas très bon. On est en recul par rapport à 2017. Là, c'est le rapport 2018.
on était à 34% dans les primo-nominations, et là, on n'est qu'à 33%. On n'est pas bon du tout dans les EPCI, on est meilleur dans les municipalités. Mais si vous suivez l'actualité, vous avez vu que la ville de Paris a aussi écopé d'une amende parce qu'il y a trop de femmes dans les postes de direction. Donc voilà, donc je crois que sur les territoires, il y a encore beaucoup à faire. Il ne faut pas du tout que l'action égalité professionnelle soit isolée. Donc je ne le crains pas, mais juste, il faut vraiment que chacun prenne conscience de ça. On est plutôt en retard. Hein, par rapport à la fonction publique hospitalière, on est très en retard. Nos collègues de l'État font mieux que nous. Donc on a vraiment beaucoup à faire pour l'accès aux postes de décision. Hein, c'est ça qui est important, les postes de décision, les postes de pouvoir, DGA, DGS sont les postes concernés par la loi Sauvadet. Et là, on est loin, loin, loin du compte. Donc, il y a un gros travail à faire, un gros travail de prise de conscience. Et moi, j'aimerais bien que dans les régions, comme je sais qu'il y a déjà des idées, que dans les délégations régionales, on puisse monter des événements de sensibilisation sur ce thème. Je crois qu'on a encore pas mal de pain sur la planche. Merci beaucoup. On peut préciser aussi qu'on a créé un petit groupe WhatsApp sur le sujet, donc si vous avez envie d'y participer et d'être intégré dans le groupe, n'hésitez pas à faire signe à Françoise, et puis comme ça on peut vous intégrer dedans. Philippe, tu voulais intervenir? Oui, juste en complément sur la question des retraites, c'est une question dans laquelle les finances ne sont pas tout à fait étrangères. Donc j'en profite pour refaire un peu de la retape pour mon groupe gestion publique locale, donc qui est déjà bien constitué, mais on a toujours besoin, comme j'ai dit, de plus on est nombreux, plus ça permet d'être présent et réactif. Donc voilà, plus au-delà d'un réseau d'échange d'informations, c'est un réseau dans lequel il faut produire et parfois très vite, comme on l'a fait sur le travail sur la fiscalité ou le plan de relance. Et donc, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre et à contribuer ou à vous emparer d'un sujet particulier, financier ou fiscal. Et donc, évidemment, il faut qu'on soit en lien, Pierre et les membres du groupe retraite avec le groupe finance. Voilà. Très bien. Emmanuel, tu souhaites intervenir à nouveau? Emmanuel Vigneault? Non, désolée, j'avais oublié de baisser ma main. D'accord. Je viens de le faire. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Il y a des collègues qui nous quittent au fur et à mesure leur avance. Fabien, peut-être tu reprends la main pour le mot de la fin? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Coralie. C'est un don tact, hein, je crois, la présentation du rapport moral. J'avoue que je ne sais plus. Je crois que c'est un don tact. C'est une donnée acte. Je crois qu'on a présenté le rapport moral, mais personne ne doit s'y opposer, j'imagine. Alors, on avait prévu un dernier point à l'ordre du jour, mais est-ce que ça vous paraît raisonnable de le traiter ou est-ce qu'on en fait un sujet du premier conseil d'administration à la rentrée? C'était c'est quoi un Clotilde qui devait le présenter? Ouais, je peux faire en 1 minute. Allez, je sais que tu sais faire, je t'en prie. C'est un engagement du nouveau bureau de consulter les adhérents pour compléter la feuille de route, avoir leur avis sur ce qui est important pour les 3 années qui sont devant nous. Vos réponses ont été nombreuses et l'échantillon est représentatif, alors on peut déjà en tirer des enseignements et partager avec vous un certain nombre d'éléments. Ce qui est intéressant, c'est que on sait que cette feuille de route et ce que vous proposez, on le réalisera ensemble, parce que 2 tiers des répondants sont volontaires pour s'investir plus avant dans l'association. J'ai vu des échanges là sur le fil de discussion qui m'ont fait sourire, parce que c'est difficile de participer sur la durée,
mais parfois dans notre vie professionnelle, on arrive à trouver quelques moments, quelques temps, quelques mois, quelques années pour s'investir, et c'est parce qu'on se relaie qu'on arrive à produire beaucoup. Et vous êtes 2/3 à vouloir le faire, et ça c'est extraordinaire parce que l'association, Amaury le rappelle régulièrement, ce n'est pas une boutique, c'est un investissement de chacun, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ensemble? Vous voulez, par rapport à ce qui est déjà proposé, hein, vous voulez qu'on fasse davantage connaître les administrateurs territoriaux aux élus. Ça, c'est une demande vraiment très importante, 70% des répondants l'évoquent. Vous souhaitez qu'on renforce le lien que nous avons déjà établi avec d'autres associations de la haute fonction publique, mais aussi avec des associations de la fonction publique territoriale. Vous souhaitez qu'on crée de nouveaux viviers, vous souhaitez qu'on crée de nouveaux groupes de travail. Ce qui est intéressant, c'est que à la fois vous souhaitez qu'on privilégie les thématiques spécifiques et utiles aux administrateurs territoriaux, mais aussi à la fonction publique, au service public, et dans le même temps, donc vraiment une réflexion centrée sur ce qui nous concerne le plus, mais en même temps que ce que l'on propose soit ouvert à un maximum de personnes, pas seulement les administrateurs adhérents, mais plus largement tous les administrateurs territoriaux, voire des administrateurs civils, des administrateurs de la ville de Paris. Donc là, on parlera tarification avec Philippe Laporte pour voir comment on fait. Donc, parce que vous ne voulez pas que on cultive de l'entre-soi et que notre travail ne soit que de l'entre-soi. Donc c'est très intéressant. On travaille davantage sur les sujets qui nous intéressent, mais on le fait avec d'autres et de façon large, et on partage et on est ouvert pour ne pas travailler dans l'entre-soi. Vous attirez notre attention sur le fait qu'il faut qu'on séquence bien nos travaux parce qu'on a une feuille de route extrêmement dense. Parce que vous voulez qu'on garde une grande lisibilité dans nos prises de position, que nos sujets ne se superposent pas, ne se percutent pas les uns les autres pour qu'on puisse dérouler, faire valoir nos positions et qu'elles soient audibles, et pour qu'elles soient audibles, qu'elles soient bien séquencées dans le temps. Donc ça, c'est un travail que le bureau fera, nous y serons vigilants. Vous attirez aussi notre attention sur le fait qu'il faut qu'on veille à bien inclure des collectivités de taille moyenne. Alors, dans le rétexte, ça a été fait. Voilà, vous attirez notre vigilance là-dessus et sur le fait qu'on lutte tous ensemble contre le parisianocentrisme qui est tant décrié, notamment concernant nos collègues du versant État. Voilà, attention à ça. Et ce qui est sympathique, c'est que vous rappelez que l'association travaille beaucoup, mais il ne faut pas oublier que les moments de convivialité sont tout aussi importants, et vous aspirez à ce que les délégations régionales fassent mieux connaître leur calendrier de retrouvailles, soit pour travailler, soit pour faire la fête, soit les deux. Et vous nous dites même que si ça pouvait être au moins une fois par trimestre, enfin au moins une fois par semestre, et aller au maximum une fois par trimestre, ce serait bien. Voilà, donc le bureau évidemment aidera les délégations régionales à communiquer sur leurs programmes locaux pour que l'information arrive bien jusqu'à chacun de vous. Voilà en 2 minutes. Qu'on peut en dire, on utilisera le biais de la newsletter pour vous restituer plus avant et de façon plus détaillée les riches retours que vous nous avez faits dans cette consultation. Et encore merci à vous tous de votre participation à cet exercice. Over. À vous. Merci beaucoup, ma chère Clotilde. Merci beaucoup de nous avoir fait un premier point de cette consultation qui va nous permettre de compléter la feuille de route, mais dans laquelle il y a aussi la volonté de développer des initiatives qui sont déjà en cours et que nous avons déjà engagées. Merci à chacune et à chacun de nos adhérents d'avoir joué le jeu de cette démarche participative. Mais les démarches participatives, c'est aussi l'ADN de notre association. Voilà, mes chers collègues. On a épuisé l'ordre du jour de cette Assemblée générale un peu particulière. Je vais vous proposer qu'on la clôture en remerciant Coralie Garot, notre secrétaire générale qui l'a organisée, en remerciant notre staff et particulièrement Francine Gousset qui
joué un rôle considérable pour que tout se passe bien. Je l'en remercie. Merci, chère Francine. Merci à toutes et à tous. Vous avez été très nombreux. Nous nous retrouverons avec les délégués, avec les membres du conseil d'administration, donc les délégués régionaux, les membres du bureau, les délégués nationaux pour un conseil d'administration en janvier. Et nous nous retrouverons en juin pour, Philippe, bouge-toi les oreilles, donc le plus grand congrès de la ATF que vous ayez jamais vu, car ce sera le congrès de nos retrouvailles. Il sera constructif et festif comme jamais, et quoi qu'il en coûte, comme dirait l'autre. Donc, merci à toutes et à tous. Merci de votre participation. Merci de vos votes et à très très vite. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir tout le monde. Au revoir à tous.